Allez, c'est parti. Ben, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien mangé et que vous n'allez pas trop vous endormir. Je suis Lionel Armanet. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un langage qui s'appelle Smalltalk. Il y a 50 ans passés et comme vous pouvez le voir à l'écran, on ne va pas parler que d'un langage. On va aussi parler d'interface graphique et on va parler aussi de craft beaucoup. Voilà. Alors, on peut se poser la question de pourquoi je vous parle de Smalltalk, qui est un langage des années 70 en 2025. Alors, c'est la faute d'un collègue. Dans une boîte où j'ai bossé, en fait, on a un nouveau qui arrive, qui s'appelle Régis. Et Régis, le jour de son premier jour de boulot, il se pointe avec ce bouquin. Les gars, vous allez coder proprement. Alors, je fais, quand même, nous, on est expérimenté, tout ça. T'es sympa à coder proprement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi, dans cette boîte-là, j'avais une feature à développer. Puis je dis à Régis, bah, moi, je viens d'apprendre TDD. Alors, il dit, si tu veux, moi, je t'apprends TDD, et puis toi, tu apprends ton bouquin, tu me montres ce qu'il y a dans ton bouquin. Fais ce qu'on a à faire. Et puis, à la fin voilà, on met en prod, tout ça. Et je lui dis, bah, en fait, ton bouquin, codé proprement, c'est mon cours de Smalltalk. Moi, j'avais fait du Smalltalk à l'école. J'avais adoré. Après, j'ai commencé dans l'industrie. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les EJB, tout ça? Je trouve ça un peu bizarre. Je me suis dit, bon, ok, c'est fini l'école. Et en fait, Régis, ça a été le tournant de ma carrière. Je me suis dit, mais en fait, finalement, il y a quand même des gens qui travaillent toujours comme ça, qui écrivent des bouquins sur le sujet. Et en fait, il y a plein de bouquins. Et en fait, on peut vraiment travailler comme ça. Et depuis, eh ben, je suis rentré un peu dans cet univers que je connaissais pas le craft à l'époque, voilà, c'était peut-être en 2009. Et donc, du coup, je suis rentré comme ça. Alors, si je vous parle années 70, vous avez certainement pensé à ça, peut-être. Donc ça, c'est une mainframe IBM. Donc, dans les années 70, alors moi, j'ai pas connu l'époque, mais l'idée, c'est qu'on avait des grandes pièces remplies de trucs avec des bandes et des choses très compliquées, avec de l'appareillage quand même assez velu. Éventuellement, on pouvait avoir accès à un Unix. Alors, les années 70, ça a été quand même une période charnière dans l'informatique moderne. Donc, Unix, là, on a un clavier avec une interface qui répond sur un écran, donc c'est déjà hyper balèze pour l'époque. Hein. Donc ça, c'est les années 70. Et en fait, il s'est passé un autre truc dans les années 70, c'est le PARC. Donc le PARC, c'est le Xerox Palo Alto Research Center, donc fondé par Xerox. On connaît tous Xerox pour les imprimantes. Dans les années 70, ils ont créé le PARC pour travailler sur l'informatique de demain, qui est en fait l'informatique d'aujourd'hui. Je vous spoil un peu la suite. Alors au parc, donc ça c'est un Alto qui doit dater de 74 ou 72, j'ai pas la source. Donc chez Xerox, dans ces années-là, les machines elles sont en réseau, elles communiquent sur Ethernet, protocole inventé par Xerox sur du coaxial. Elles ont tout un clavier, une souris, donc c'est pas eux qui ont inventé la souris, elle a été inventée 30 km à côté peut-être, mais ils l'ont utilisée. On manipule une interface graphique avec des bureaux, donc métaphore du bureau, on lance des applications. Tout ce qu'on met à l'écran est modifiable, extensible. C'est un système d'exploitation haut niveau. Et on peut lancer des impressions à distance sur une imprimante laser. Ce qui est très drôle, c'est que la forme de l'écran, c'est la forme d'une feuille A4. Donc là, c'est même plus la loi de Conway, c'est carrément en fonction de l'activité, on a les écrans qui changent. Mais voilà, en gros, l'idée en 74, 72, c'est ça l'informatique. Super. Dans ce système, en fait, c'est pas un système classique où on va modifier un fichier de conf pour changer le système. Ce système, il vient avec un langage de programmation orienté objet, qui est le premier du nom, programmation orientée objet, qui s'appelle Smalltalk. Donc les créateurs de l'Alto ont créé la programmation orientée objet avec Smalltalk. Et l'idée de la programmation orientée objet, les piliers de la programmation orientée objet, c'est avec les classes et les objets, on va modéliser le monde qui nous entoure. Donc, par exemple, eux, ils ont fait un système d'exploitation. Donc on a toutes les classes qui correspondent au système d'exploitation. La couleur de l'écran, enfin, on va dire la luminosité, parce que c'est en noir et blanc, ou la taille des fenêtres, la police qu'on choisit, ou on a un file system, c'est des classes. Donc première chose. Et ça, si on fait toujours un peu écho au craft, quand on pense à domain-driven design, par exemple, domain-driven design, c'est quoi? C'est de modéliser avec des classes le domaine métier de mon entreprise. Hein, on arrête les services, les grands services, parce que du code impératif qu'on veut faire, on utilise des classes. Donc c'était déjà là, bien sûr. Et après, il y a 3 concepts dans la programmation orientée objet, telle qu'elle a été formulée. Donc on encapsule ces données, donc une classe encapsule ces données, elles lui sont propres. Une classe peut envoyer un message à une autre classe ou à elle-même. Une classe peut répondre à un message via une méthode. Et c'est tout, il n'y a pas de private statique. Ça n'existe pas dans la programmation orientée objet de départ. Alors je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais en tout cas c'était comme ça. C'est un système qui est always on, c'est une machine virtuelle. Donc ils ont aussi inventé la machine virtuelle. Donc quand on démarre son Alto, on est dans une VM et donc on peut versionner en fait sa machine, on peut faire une erreur et planter le système, on peut revenir en arrière.
C'est always on, donc je peux exécuter du code partout. Il y a un IDE. Je peux aller voir tous les implémenteurs d'une classe, ce genre de truc, quoi. Dernière chose, le langage, il est hyper simple. Il a été fait pour que tout le monde puisse l'apprendre, dont les enfants. Et il tient sur une carte postale, que je vous ai mis un exemple ici. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait que on fait pas tous du small talk sur des altos. Donc, dans les années 80, Xerox essaye de commercialiser l'alto. Il y a le Star, et c'est un échec commercial. Mais dans les mêmes années, il y a Steve Jobs qui se paye une visite dans les labos du parc. Et il dit, les gars, c'est génial, vous avez inventé le futur, mais vous ne savez pas le marketer, vous ne savez pas quoi en faire. Et lui, il arrive, il sort le Lisa, qui est c'est pas une copie, mais c'est largement inspiré du Xerox, puisqu'il y a tout, sauf le small talk. Lui, il a créé l'Objective-C, qui est en fait comme small talk, c'est la même syntaxe. Le Lisa, il se plante avec le Lisa, et après, je crois que c'est le Mac, avec le Macintosh, là, on connaît l'histoire. Et donc, sans l'influence de Xerox aujourd'hui, est-ce qu'on aurait déjà des bureaux sur les écrans? On ne sait pas. D'ailleurs, j'ai retrouvé une quote de Steve Jobs qui dit, c'est marrant parce que quand je suis rentré cambrioler un peu les idées de chez Xerox, je me suis aperçu que toi, Steve Jobs, t'avais déjà piqué la télé, quoi. L'idée du délire. Ok, j'ai prévu de faire une petite démo, donc je vais pas trop traîner. Juste un truc, ça c'est un alto qui tourne, donc j'ai trouvé des petites conférences des créateurs de Smalltalk qui font des exemples. Donc un alto, c'était ça, un écran noir et blanc. Ça, c'est le browser de classe qui permet d'aller voir le code. Et vous allez voir qu'on peut voir vraiment tout le code du système. On va aussi pouvoir le modifier. En fait, le code, il est open source. C'est-à-dire que quand on récupère sa VM Smalltalk, tout le code, il est là et on peut le changer, on peut le personnaliser et on peut le livrer du coup directement et il marche directement. Virtualisation, containerisation, tout ça, ça fait un peu écho à ça aussi. On y va? Tout le monde doit voir, je pense, correctement l'histoire. Alors ici, c'est pas un alto, je vous l'ai dit. J'ai pris, donc Smalltalk, c'est toujours en cours de développement. Celle-ci, c'est une distribution qui s'appelle CUIS. Il y en a une qui est bien plus évoluée, qui s'appelle Faro. Mais en fait, j'ai pas voulu la prendre parce que ça rajoute trop de choses. On a tous les tests qui tournent, etc. Donc celle-là, elle ressemble un peu plus à des vieilles versions de Smalltalk. Donc ici, je suis sur mon laptop. J'ai des fenêtres que je peux faire bouger. Je peux faire un clic droit dans le fond d'écran. Ça ressemble un peu aux interfaces Linux maintenant. Je peux faire plein de trucs, je peux faire des dessins, etc. On va aller droit dans le truc et je vais ouvrir un workspace. Workspace, c'est une sorte de bloc-notes dans lequel je vais pouvoir taper des choses. Bien sûr, du Smalltalk. Et du Smalltalk, on peut en taper partout. Je pourrais en taper dans un bout, dans un éditeur de code, et juste évaluer une portion de code, ça va s'évaluer. Alors, je vais faire un exemple pour vous montrer le langage. Je vais écrire un if. OK. Alors, voici une instruction en Smalltalk. Donc, en Smalltalk, on écrit des phrases. Donc les phrases, ce sont des mots séparés par un espace et qui se terminent par un point. Et donc des fois, on dit un peu, on va écrire comme dans un livre ouvert où le clean code, il faut être clair sur son intention. Alors, je dis pas que c'est exactement ça l'influence, mais on voit quand même qu'il y a un petit ressemblance avec ces principes-là. Et puis, l'autre truc qui va peut-être vous frapper, c'est qu'on n'a pas d'instruction de contrôle. L'instruction if n'existe pas en Smalltalk, elle est codée en Smalltalk. C'est une méthode comme une autre. Et c'est ça le vrai délire, et en fait c'est ça la puissance du langage. Si je regarde par exemple true est un objet, tout est objet en Smalltalk, et donc je peux inspecter les choses dans l'environnement. Donc là je vais faire commande I, et ici il me dit bah, true en fait c'est une instance de la classe true. Si je mettais false, j'aurais une instance de la classe false. Et bien sûr true et false sont deux sous-classes de boolean, voilà, on est dans du pur objet. Ensuite if true 2.42, ça c'est un message. Alors là je peux pas vous afficher la classe parce que ça marche pas comme ça les messages. Mais ici, si on inspecte ce qui se passe derrière, c'est une instance de la classe message. Et ici, j'ai un bloc que je vais exécuter plus tard. Donc ça, c'est les lambda ou les arrow functions, ce que vous voulez. J'inspecte et ici, je vois que j'ai un type de type block closure. Donc, les blocs sont aussi des classes et je vais pouvoir envoyer des méthodes sur les blocs, notamment l'évaluation de ce qu'il y a dans un bloc. Ben, on envoie une méthode au bloc. Ok, chouette. Donc là, je vais faire ça. Commande P, c'est pour imprimer le résultat. J'ai 42, j'inspecte le résultat. C'est un small integer. J'ai écrit 0 type, le typage est entièrement dynamique. Si ça avait été un plus grand nombre, il aurait mis la classe, la classe qui est la bonne pour classer ce nombre. Ok, alors derrière j'ai le code, donc je l'ai ouvert déjà sur Boolean, donc vous voyez, true, false. On peut aller voir le code de if true par exemple. Donc voilà le code de if true qu'on voit un peu sur la partie basse de l'écran. If true, voilà le bloc à exécuter, et puis bah, comme je suis dans la classe true, je suis déjà évalué, c'est déjà vrai, donc du coup je vais juste exécuter la branche, ce qu'on lit ici. Si je vous montre l'équivalent de false, bah, du coup je vais rien faire.
et je suis dans false. Donc, dès qu'on évalue un booléen, finalement, on se retrouve dans ces cas-là. Donc ça, premier truc, fluent language, etc. Bon, je pense qu'on a bien compris l'idée. Je vais vous montrer l'expérience de développement. Donc, est-ce que vous connaissez TDD? J'imagine que oui, Test Driven Development. Donc, il n'y avait pas de tests à l'époque, parce que les tests ont été inventés plus tard, les tests unitaires, mais je vais vous montrer comment on travaillait en baby step, en fait. Donc, moi, je vais implémenter ma propre méthode. De toute façon, c'est open source, alors je fais bien ce que je veux. If vrai, et en fait, ce que je vais faire, c'est je vais dire imprime-moi le résultat. Il y a déjà un indice, c'est rouge. Sur un écran noir et blanc, c'est pas rouge. Là, j'exécute, et qu'est-ce qui se passe? Smalltalk s'arrête et move le debugger. Qu'est-ce qui se passe? If vrai est envoyé à true. True ne connaît pas. Dans son dictionnaire de méthode, il l'envoie à boolean. Boolean ne connaît pas. Ça remonte jusqu'à object, jusqu'à une classe qui s'appelle proto. Et proto dit, quand il y a un message que j'ai pas dans mon dictionnaire, j'appelle une méthode qui s'appelle does not understand. Et does not understand, son implémentation par défaut, c'est de redépiler le contexte avec le debugger. Je peux moi-même réimplémenter does not understand si je veux changer ce comportement. Bon, donc là, je suis rouge en plus, donc j'aime bien, parce que du coup, par rapport à TDD, normalement, on est rouge. Donc là, ok, il faut que j'écrive mon instruction. Donc là, je vais pouvoir directement aller dans le code qui a planté. Il n'a pas planté, il s'est juste arrêté, il s'est juste mis en pause. Et puis, je vais aller implémenter ma méthode. Ouais. Un bloc. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais juste retourner le résultat de if true, puisque ça fait la même chose. Bloc. Voilà, donc self, c'est 10, hein, d'accord. Et j'ai dit, je peux m'envoyer des messages à moi-même, donc je m'envoie un message à moi-même. Là, je vais faire accept, c'est commande S. Voilà, vous avez peut-être vu en haut à droite, ça a popé if vrai. Donc ça y est, mon code, il est dans le système, c'est always on. Et maintenant, je peux faire proceed 42. J'ai eu la chance de travailler sur du Smalltalk quand j'étais étudiant dans un labo qui avait une entreprise qui était attachée au labo. Et on bossait comme ça, c'est-à-dire que tous les mecs qui bossaient dans le labo, on ouvrait le debugger, et quand le debugger était fermé, on avait fini d'implémenter. Alors maintenant, il y a des tests unitaires, hein, bien sûr, dans Smalltalk. Donc ça, c'est le côté sympathique. Il y a autre chose qui est possible avec les langages de programmation orientés objet, qui n'est pas possible en Java, par exemple, enfin pas aussi facilement, c'est la métaprogrammation. Métaprogrammation, ça veut dire qu'avec le langage, je vais pouvoir manipuler le langage. Donc par exemple, dans le système, déjà, on a des méthodes et des classes qu'on peut déjà appeler. Donc par exemple, donne-moi la classe qui s'appelle OperationDelegate, une classe que j'ai créée pour l'exemple, et j'envoie cette méthode à une classe qui s'appelle Smalltalk, et il va me donner la classe, je vais pouvoir accéder à son dictionnaire de méthodes, des attributs, tout un tas de choses. Ok, facile. Maintenant, les constructeurs, je dis, il n'y a pas de if, il n'y a pas de while, il n'y a pas de constructeur non plus. Parce qu'en fait, le constructeur, on fait new et puis on met le nom de la classe quand on fait du JavaScript, du Java. Et ça, c'est du sucre syntaxique qui n'existe pas en Smalltalk. En fait, new est une méthode qu'on envoie à la classe pour qu'elle crée une instance d'elle-même. Alors, c'est comme un prototype un petit peu, si vous voulez. Et donc, new est une méthode comme une autre, et une classe est un objet comme un autre. Donc, en fait, tout le mécanisme d'instanciation est aussi décrit comme ça en Smalltalk. Donc ici, si je fais something new, c'est le constructeur par défaut, l'équivalent du constructeur par défaut. Ici, c'est un constructeur paramétré, ou celui-là, je lui ai donné un autre nom parce que je voulais être plus clair. Et donc, si je vais voir le code, ça va sensiblement créer une instance de something, et puis c'était sa variable. Super. Alors, comme Smalltalk est fait en Smalltalk, l'IDE est fait en Smalltalk, donc forcément, avec Smalltalk, je peux créer des classes avec une liste d'attributs, avec certaines méthodes. Donc, en fait, on peut générer du code assez facilement. Par exemple, ici, avec Object Subclass, je vais pouvoir créer une classe. Donc ça, si je l'exécute, alors je vais me mettre à droite ici pour que vous voyez que ça bouge. Déjà créé. Je vais faire do cette fois, donc je ne vais pas imprimer le résultat. Et là, clac, name of subclass est arrivé dans mon IDE. Bon, on peut se dire, si on ne crée pas des IDE, ça ne sert pas à grand-chose. Et bien, en fait, la métaprogrammation, ça peut aller plus loin que ça. Alors j'ai pris un exemple, comme c'est la mode de l'IA et des prompts, etc. Je me suis fait un générateur qui va prendre un texte qui est un prompt et puis qui va me générer la classe. Comme ça, je saurai si je mets bien les bonnes variables dans mon texte à trous. Parce que maintenant, on fait des textes à trous. Donc ici, j'ai un prompt. Voilà, tu vas être un générateur de code Python. Et voilà le code dans var1. Okay, donc ça, je vais le stocker là-dedans. Super. Ensuite, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une classe prompt avec une méthode create. C'est comme un constructeur. Une méthode statique, si les javaïstes par ici, ou d'autres langages d'ailleurs. J'ai créé moi une classe, son nom, ça va être celui-là. Et voilà le texte du prompt. Alors, je vous montrerai vite fait l'implémentation après. Mais en gros, elle va parser le texte et elle va me générer une classe que je vais pouvoir utiliser. Et je l'utilise juste en dessous, là. Donc, par exemple, vous voyez, ici, je dis, je veux que tu me crées une fonction qui va afficher Smalltalk.
Et là, j'ai var1 qui est en rouge. D'accord. Ça va pas marcher. Alors, je vais créer ma classe qui correspond à mon prompt. Hop, donc là, elle est ici. Le PyPrompt, il est là. Et maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est que var1 est en bleu parce que maintenant, je peux utiliser ma classe pour créer mon prompt. Alors, ça fait rien du tout. Rien. Et là, l'intérêt, c'est que du coup, on utilise le langage en lui-même pour étendre le système en lui-même. Donc toutes les approches solides qui disent on ne doit pas changer du code, on doit rajouter soit un plugin ou quelque chose dans le système pour l'étendre, la programmation orientée objet, en fait, dès le départ, elle est faite pour ça. On prend des classes, on étend le système, et le système, comme il répond, il est always on, en fait, ça marche directement. L'intérêt, par exemple, c'est si je fais mon prompt et puis que je me trompe de variable, et que j'essaie d'exécuter ça, eh ben, je le vois tout de suite. J'ai pas mis de parseur, j'ai pas mis de librairie particulière. En fait, c'est juste les classes qui me permettent de faire ça. Et comme je peux générer des classes, en fait, on peut aller très très vite produire des choses d'assez bonne qualité, de très bonne qualité. Voilà, hop. Alors c'est tout pour la démo. Je pourrais vous en montrer pendant des heures du Smalltalk. Aussi des vidéos qui sont assez plaisantes à aller voir. Alors, faisons le parallèle un petit peu. On a parlé des années 70 et de maintenant, et du craft en général. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Ubiquitous Language, la métaphore universelle, ça fait écho à TDD. Ça a forcément eu une influence, de toute façon, DDD, pardon, Domain Driven Design. Il y a forcément une influence puisque on modélise les concepts. Baby Steps et Red Green Development, ça, c'est TDD. L'anecdote, c'est que Ken Beck, en fait, il a créé le premier framework de test unitaire qui s'appelle S-Unit, qui est Smalltalk Unit Test. Il a écrit des bouquins sur les design patterns qui sont écrits en Smalltalk. Voilà, l'influence, elle est clairement là. Et la manière de travailler, c'est vraiment la même que les baby steps de TDD. Simple et fluent, clean code. Je pourrais parler de la separation of concern, enfin, tout ça de trucs serait valide. C'est extensible, ça fait écho à l'open close de Solid, mais je pense que les autres sont aussi vrais. Et l'environnement, on a un IDE, ce qui est quand même assez cool pour les années 70, je pense. Alors, je reviens un petit peu au début de cette présentation. Donc, je vous parlais de Régis, c'est de mon expérience personnelle. Donc, moi, je vous ai dit, j'ai démarré mon expérience, j'ai fait du Java, et c'était des EJB, des trucs vraiment pas très marrants. Mais surtout, il y avait un gros décalage par rapport à ce que je viens de vous montrer. Je me dis, attends, je codais comme ça, et maintenant, il faut que je fasse ça. Rétrospectivement, après avoir rencontré Régis et son livre, et m'être ouvert un peu à ses pratiques, le premier truc, c'est qu'en fait, c'est pas parce que j'étais débutant que je pouvais pas challenger la normale. Et en fait, les fondamentaux sont hyper importants. C'est-à-dire que si on me dit on travaille dans un langage de programmation orienté objet et que je me retrouve finalement avec des unités de code qui sont juste comme du Turbo Pascal ou d'autres langages impératifs avec des fonctions qui ont des tas de paramètres et qui se les envoient, eh bien, on n'est pas dans le bon paradigme. Ça aiderait pour la programmation fonctionnelle. Si dans la programmation fonctionnelle, on fait des unités de travail et qu'on ne fait pas des fonctions de la composition ou du currying ou que sais-je, du coup, on n'utilise pas le langage, il n'est pas fait pour ça. Premier truc, il ne faut pas hésiter à challenger l'air normal. Donc là, c'est sur un langage de programmation. Moi, aujourd'hui, c'est un de mes mantras, c'est de dire, OK, il y a un système existant, il ne faut pas tout challenger, c'est-à-dire, les systèmes sont pourris, moi, je sais mieux faire que tout le monde. Mais il faut quand même essayer de trouver toujours, voir si on ne peut pas améliorer quelque chose par rapport à ces fondamentaux. Deuxième chose, c'est qu'on écoute tout le monde. Régis, premier jour de boulot, ça aurait été dommage de ne pas l'écouter, enfin, moi personnellement, mais je pense que de toute manière, ce qu'on a produit avec lui, c'était de très bonne qualité et ça a une influence positive sur l'entreprise. Donc ces histoires où on hiérarchise un peu les développeurs, toi t'es senior, toi t'es leader, toi t'es architecte, etc. Je pense qu'il est bon aussi de se dire que en fait tout le monde peut participer à ces conversations et que c'est pas juste une ou deux personnes qui ont le droit de vie ou de mort sur les idées. Dernier truc, c'est apprendre du passé. Parce qu'en fait, avoir de la culture, c'est hyper important, surtout en ce moment, parce qu'avec les modèles d'AI, typiquement, on est vraiment dans le ship it, c'est-à-dire, OK, je vais écrire des trucs, je vais aller super vite parce qu'il faut aller vite. Il faut prendre du recul parce que si on ne supervise pas ces modèles, ils ne vont pas écrire du code de qualité, ils vont produire des systèmes qui sont hautement défectueux, hautement buggés et immaintenables. Sauf qu'en plus, quand on n'a pas écrit le code, la partie connaissance qu'on a de la base de code, on l'a plus. Et là, ça peut être très difficile. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur Smalltalk. J'ai mis une petite biblio. Je vous conseille le premier lien qui s'appelle Silicon Fucking Valley. L'épisode 2, c'est sur l'Alto, le parc, etc. Donc ils en parlent. C'est assez excellent. Le deuxième, c'est une démo de Dan Ingalls, qui est un des créateurs de Smalltalk.
Il fait une démo complète. Je vous ai montré juste le langage, mais ce qu'il faisait à l'époque, je pense que c'était juste incroyable. J'en ai discuté avec quelqu'un qui travaillait dans les années 70 chez IBM et qui me disait, nous on voyait, il y avait un gars dans un labo qui faisait des trucs avec la souris et qui dessinait des traits à l'écran. On était comme des dingues. Et eux, ils sont arrivés avec ça derrière, quoi. Voilà. Et puis la dernière, c'est une interview de Steve Jobs qui parle de sa visite au parc et qui dit j'ai vu la programmation orientée objet, mais c'est pas ça que j'ai pris. Ce que j'ai pris, c'est l'interface graphique. Voilà. Et donc il le dit ouvertement, hein, qu'il s'est inspiré de ça, quoi. Voilà. Merci à tous. Je vous dis merci en small talk. Voilà, parce que c'est... Et dans les deux liens, vous avez à gauche le lien vers cette présentation et la biblio. Et puis à droite, vous avez un feedback si vous voulez mettre un petit feedback. Voilà. Merci à tous. Je pense avoir une micro-minute s'il y a une question. Si jamais. S'il n'y en a pas... Oui. Alors, est-ce que je code en Smalltalk? Non. Je ne code pas en Smalltalk, je code en Java, enfin, ce genre de langage. J'avais fait des recherches pour voir s'il y avait encore des applis qui tournaient en Smalltalk. J'en ai pas beaucoup trouvé. A priori, il y a soit des applis bancaires ou financières qui tourneraient parce que ça tourne encore très très bien. Et après, dans l'open source, il y a la communauté Faro qui construit toujours l'image Faro, qui est toujours maintenue. Pour les enfants aussi, il y a Smalltalk Squeak, qui est l'équivalent de Scratch, mais ça a été fait avant, où on peut... voilà. Ça, je sais que ça existe, mais après, voilà. Mais non, je ne fais pas de Smalltalk. Et je crois qu'on est bon. Merci.